Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique majoritairement sans spoiler de Alita Battle Angel, un film sorti en France le mercredi 13 février et il s'agit bien évidemment de l'adaptation du célèbre manga Ganmu. Alita, ce n'est pas uniquement gros yeux ou pas gros yeux, non, c'est un film qui parle d'un univers post-apocalyptique et cyberpunk, et rien que pour ça, il mérite carrément l'intérêt des nombreux fans, j'espère, de SF parmi vous, et d'autant plus que, de mon point de vue en tout cas, le genre science-fiction est un peu resté le parent pauvre du cinéma à grand spectacle sur ces dernières années. Et donc si vous êtes du genre impatient lorsque vous écoutez ou regardez une critique, je vous le dis tout de suite, je vous conseille plutôt d'aller voir ce film, rien que pour soutenir l'ambition et le courage de la démarche d'une telle adaptation. Malgré les nombreux défauts sur lesquels je vais revenir, notamment en comparaison avec le manga, et oui, vous devriez quand même passer un bon moment. Après tout, ce film, c'est quand même l'adaptation d'un chef-d'œuvre. Le manga original s'écrit Gunm avec 2 N, mais se prononce Ganmu, et généralement on considère qu'il s'agit de la contraction de Gun Dream pour le rêve d'un flingue en français. Et il faut bien avoir conscience, il faut avoir à l'esprit que Ganmu c'est un manga très marquant, presque fondateur pour de nombreux lecteurs, notamment tous ceux qui l'ont découvert dans les années 90 à sa sortie, et a priori c'est le cas de James Cameron. En effet, les 9 tomes originaux de ce manga, que vous pouvez deviner derrière moi, en tout cas ils sont réunis dans un superbe coffret, eh bien ils ont été publiés au Japon entre 1990 et 1995, et dans cette version originale, l'héroïne s'appelle Gali, mais pour la version anglaise, notamment américaine, on l'a appelée Alita, sans vraiment d'explication, mais en tout cas ça explique le titre du film bien évidemment. Comme je l'évoquais précédemment, James Cameron, le réalisateur qu'on ne présente plus quand même, est un fan de longue date de ce manga. Il souhaitait l'adapter depuis un bout de temps, sachant que déjà en 2003, il avait indiqué publiquement que la phase de pré-production de sa version était terminée. Mais bon, depuis malheureusement, il s'est lancé dans Avatar et des suites, ça fait 10 ans qu'il travaille sur les suites d'Avatar, et du coup, il a un petit peu passé le projet à quelqu'un d'autre, Robert Rodriguez, mais il s'est quand même attelé au scénario. Et ce script, Cameron y a travaillé avec Laeta Kalogridis, sa collaboratrice d'Avatar, à qui on doit aussi Shutter Island, ainsi que l'adaptation qui a donné Altered Carbon sur Netflix, une série à laquelle je vais consacrer une vidéo que je vous recommande de regarder bien sûr. C'est donc sur ce scénario que s'appuie le film, dont la réalisation a été confiée à Robert Rodriguez. Enfin, je dis ce scénario, mais plutôt une version épurée, allégée, puisqu'en effet, le script original faisait plus de 180 pages, ce qui donne à peu près une minute par page, soit 3 heures ou plus, alors que le produit final qu'on a en salle actuellement fait à peine plus de 2 heures. Et il me semble qu'on peut identifier d'ores et déjà dans cette réduction d'un tiers du script original une des sources principales des différents problèmes qui émaillent ce film, même si ce n'est pas la seule. Concernant Robert Rodriguez maintenant, c'est Une nuit en enfer, Sin City ou encore Planète Terreur, personnellement je dois avouer que je suis loin d'être fan, puisqu'à mes yeux, c'est très subjectif, ces films sont assez largement surestimés, car estampillés cool et profitant de l'aura de Tarantino, son grand pote, seulement voilà, Rodriguez, ce n'est pas Tarantino. Vous l'aurez donc compris, ce nom de Robert Rodriguez ne m'inspirait rien qui vaille, même si je reconnais évidemment que Sin City était un grand choc visuel, et justement cette qualité on la retrouve dans le film Alita, qui visuellement est extrêmement abouti. C'est simple, de mon point de vue, Alita est un tour de force visuel à plusieurs niveaux, et je vous recommande chaudement de le voir dans les meilleures conditions possibles, au cinéma évidemment, éventuellement en IMAX ou encore en Dolby Cinema, et pour une fois, la 3D est tout simplement sublime. Les principales qualités d'Alita résident dans tout l'aspect technique lié à l'image, ce qui inclut des scènes d'action, que ce soit de la course, des combats ou un mélange des deux, qui sont d'un très haut niveau et correspondent pour certaines aux planches parmi les plus marquantes des premiers volumes du manga. Dans une histoire où les affrontements sont aussi importants, c'était une qualité totalement indispensable, et de ce point de vue, le contrat est largement rempli. Heureusement, on est loin de la bouillie numérique qui caractérise certains des affrontements qu'on nous a servis au cinéma dans des grandes franchises assez récentes. Outre le dynamisme du mouvement à l'image, l'autre enjeu majeur de ce Alita Battle Angel résidait dans le fait de convaincre avec un personnage central qui est en image de synthèse grâce à la technologie du motion capture. Et de ce point de vue, on peut dire que c'est encore une réussite puisqu'Alita est porteuse d'autant d'émotions, si ce n'est plus encore, que les personnages au visage humain. C'est simple, c'est aussi convaincant que Thanos par exemple, ou encore que les différents opus de la planète des singes, la version très récente, autour de César. Sur la question des grands yeux d'Alita, pour moi, c'est une raison plutôt stupide de critiquer le film, ou encore plus de refuser de le voir. Au bout de quelques instants, on n'y pense même plus, et lorsqu'on reprend conscience de cette différence, cela vient justement servir le propos du film.
Comme me l'a fait très justement remarquer un abonné qui était venu assister à la séance geek que j'ai consacrée à ce film le vendredi 8 février dernier, eh bien ces grands yeux arrivent pile au bon moment pour nous rappeler la différence d'Alita qui est une cyborg, mais avec ses yeux, elle a une profondeur d'émotion qui est bien plus vive que certains personnages d'apparence humaine mais qui ont été déshumanisés, que ce soit par leur histoire ou leur choix de vie. Et puis tout simplement, on peut y voir aussi un hommage au trait de Yukito Kichiro, l'auteur du manga qui avait donné de grands yeux à Gali dans son œuvre. C'est le studio bien connu Weta Digital qui avait commencé avec Le Seigneur des Anneaux, qui est derrière tous les effets si réussis de ce film, et il mérite vraiment d'être mentionné, donc je le fais. La performance de Rosa Salazar, qui incarne Alita, est également essentielle, et quand on la voit en chair et en os, on comprend à quel point ses expressions ont guidé tout le travail sur le visage d'Alita, et jusqu'à son langage corporel. L'actrice a même suivi un entraînement aux arts martiaux particulièrement intensif sur 6 mois pour donner de la crédibilité au mouvement du personnage, et pour ce qui est de sa voix, eh bien, elle passe aussi très bien à l'écran. Bon, je vous ai encouragé à aller voir ce film, j'ai souligné combien l'aspect visuel était convaincant, maintenant reste à voir, à examiner ce qui cloche, et notamment en comparaison avec le manga, oui, on n'y échappe pas. Pour commencer, le monde de la décharge, Iron City dans le film, Kuzutetsu dans le manga, est encore bien trop accueillant, coloré et optimiste. De base, Kuzutetsu, c'est un lieu sale, violent, déprimant, une sorte d'incarnation de la déshumanisation. Une déshumanisation qui passe au premier abord évidemment par la perte du corps, puisque la majeure partie des habitants de ce quartier, de cette ville des charges, sont des cyborgs, mais surtout par l'indifférence généralisée et l'individualisme poussé à son extrême. Et forcément, l'opposition entre Zalem, la cité flottante des privilégiés, et la décharge située en dessous perd beaucoup de son impact quand le film décide de faire d'Iron City un lieu plutôt vivant, coloré, où il semble faire bon jouer dans la rue ou déguster des oranges, voire du chocolat acheté dans un petit stand tout mignon. Et malheureusement, il me semble que cette réserve s'applique quasiment à tous les aspects du film, qui va nous proposer une version allégée, voire aseptisée, du matériau d'origine de Genmu. Et oui, ça se vérifie pour les décors, pour le niveau de violence, que ce soit physique ou même psychologique, et le souci s'étend même à certains personnages, comme Hugo notamment, Hugo dans l'œuvre de base, un Latin lover bien trop lisse en comparaison du gamin qui a tout sacrifié à son idéal illusoire dans les mangas. Alors évidemment, ce décalage sera essentiellement, voire exclusivement ressenti par les lecteurs du manga, dont je fais partie, puisque j'ai dévoré cette œuvre pour justement préparer la critique du film. Et du coup, le public non averti, ceux qui ne connaissent pas le manga, pourraient estimer que le film est déjà bien assez violent comme ça, mais les fans, eux, seront certainement déçus du traitement réservé par exemple à Makaku, devenu dans le film Grewishka, on ne sait pas pourquoi, un méchant ignoble qui perd quasiment toute profondeur tragique dans le processus d'adaptation. Même dans la définition de l'impact que peut avoir la technologie sur l'évolution de la société, le manga, dont le premier tome va bientôt avoir 30 ans quand même, semble plus en avance que ce film sorti en 2019, mais qui est obligé de laisser de côté toute une série de détails qui participaient carrément à l'immersion du lecteur. Par exemple, dans le manga, le spectacle sanguinaire du motorball se regarde notamment en vue à la première personne avec un casque qui connecte directement le cerveau du spectateur aux sensations de l'un des coureurs. Et c'est là évidemment un magnifique exemple de la surenchère vers toujours plus de sensationnalisme, de voyeurisme et d'isolation par rapport au reste du monde, un message largement oublié dans le film. À l'origine de ce décalage entre le manga et le film, je pense qu'on peut définir 2 raisons principales, et la première c'est évidemment la réduction du script initial de James Cameron. Je vous avais dit qu'à la base ça aurait fait un film de 3 heures, mais il n'y a guère que Avengers Endgame qui puisse se permettre de se lancer dans un film d'une telle durée sans craindre les résultats sur son exploitation en salle. Et la deuxième raison, c'est tout simplement la volonté de ne pas se couper de toute une partie du public potentiel en allant vers un contenu aussi dur psychologiquement et en termes de violence que dans le manga. Conséquence, on se retrouve face à une Alita au comportement adolescent, pleine d'optimisme, et ce n'est pas forcément un mal, c'est une partie du personnage qu'on retrouve aussi dans le manga, et un film de SF n'a pas besoin d'être dépressif pour être bon, mais on écope au passage de quelques scènes mièvres et très teen movie. La réduction de la durée du film par rapport à ce qui était initialement prévu a un autre impact. Il s'agit en effet de la volonté de mettre trop d'éléments dans trop peu de temps. Du coup, on ne fait que survoler tous ces éléments, avec par exemple la définition de ce qui fait l'humanité, la vie quotidienne dans Iron City, ou encore certains personnages secondaires qui en pâtissent. Et du coup, on se retrouve avec des acteurs de très grand talent, avec des rôles trop peu développés, pour qu'ils puissent interpréter quoi que ce soit de consistant. C'est particulièrement vrai pour Jennifer Connelly et Mahershala Ali, les deux sont criminellement sous-exploités. Enfin, le film souffre de l'absolue nécessité d'une suite.
On dirait bien que ces créateurs n'ont pas voulu se plier à la contrainte de nous présenter une histoire autosuffisante, peut-être en reformulant davantage le manga, et qui aurait tenu dans un seul long métrage. Du coup, les spectateurs risquent potentiellement de rester sur leur faim, puisque les projections de box-office de Alita ne sont pas forcément des meilleures, et quand on sait que son budget avant le marketing était d'environ 200 millions de dollars, on doute qu'un Alita 2 puisse voir le jour. Du coup, ce que je vous recommande, si vous êtes un petit peu déçu par la fin du film, c'est tout simplement de vous jeter sur le manga. Parmi les critiques qui seront adressées au film, je suis presque convaincu de revoir dans les commentaires ici même sous la vidéo la mention du terme Mary Sue, devenu super à la mode sur internet et qui sert de raccourci un peu débile à mon avis à tous ceux qui ne supportent pas les œuvres mettant en scène des personnages féminins puissants. C'est typiquement le genre de conneries qu'on peut lire sur Captain Marvel, par exemple, alors que personne ne l'a vu pour l'instant parmi ceux qui utilisent ce terme. Je pense d'ailleurs que ce film devrait fermer pas mal de bouches à sa sortie. Clairement, je vous conseille de bien réfléchir avant d'utiliser un concept aussi fourre-tout. Et pour ce qui est de Ganmu, on parle d'un manga qui a commencé en 1990, donc rien à voir avec une histoire de mode ou ce que certains perçoivent comme tel, mais qui n'est au final qu'une phase de rééquilibrage d'une société et de son expression culturelle restée défavorable aux femmes depuis bien trop longtemps. Et d'ailleurs, il faut bien reconnaître que l'une des forces aussi bien du manga que de l'adaptation Alita Battle Angel, c'est de ne pas forcer sur un caractère militant. Il s'agit juste d'une histoire qui se trouve avoir en son centre un personnage attachant et puissant qui se trouve être féminin. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je préfère vous prévenir, je vais être obligé de mettre en œuvre ma maîtrise ancestrale du Panzerkunst et de venir vous réduire en pièces détachées. Et par ailleurs, je tenais à remercier toutes celles et tous ceux parmi vous qui soutiennent la chaîne, que ce soit en regardant une publicité gratuitement sur Utip ou encore directement en me soutenant sur Tipeee. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!